Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui change sur iOS 14, ce que Apple propose comme nouveauté. Si vous avez suivi la conférence en direct l'autre jour avec moi sur Twitch par exemple, ou qu'alors vous avez vu passer des images sur les réseaux sociaux, on s'est tous aperçu qu'Apple s'ouvre de plus en plus, puisque sur iOS 14, ils ont ajouté pas mal de choses que l'on connaît bien sur Android par exemple. Donc ils ont récupéré pas mal de petites idées à droite à gauche, de choses que l'on connaissait déjà, et ils l'ont ajouté à leur sauce. Et au final, iOS devient de plus en plus complet année après année, et la différence qu'il pouvait y avoir entre iOS et Android il y a 10 ans, c'est plus du tout la même aujourd'hui. On a d'excellentes choses des deux côtés, et que l'on retrouve chez l'un et chez l'autre. Tous les iPads qui sont sur iOS 13 vont pouvoir installer iOS 14. Même chose pour l'iPod Touch de 7ème génération qui est toujours compatible. Et pour l'iPhone, c'est pareil, tous ceux qui étaient sur iOS 13 vont pouvoir installer iOS 14 sans exception. Aucun iPhone n'est abandonné. Vous voyez par exemple qu'un iPhone 6S ou un iPhone SE première génération pourront installer iOS 14 lorsqu'il sortira en version finale en septembre. Donc sur le papier, continuer de mettre à jour des appareils qui sont entre gros guillemets si vieux, c'est super. Je vous le dis souvent, cette longévité de la durée de vie d'un iPhone, c'est un gros avantage et c'est ce que certains recherchent lorsqu'ils achètent du Apple, puisque sur Android, vous le savez, on est bien loin d'avoir un suivi de mise à jour aussi long que ce que fait Apple. Clairement, la plus grosse nouveauté d'iOS 14, ce sont les widgets. Vous voyez que j'en ai placé ici quelques-uns sur cette vue-là, mais le plus intéressant, ça va être la possibilité de pouvoir les placer sur l'écran d'accueil, au milieu de toutes les autres applications. Donc pour ça, on passe en mode édition, et ici en haut, on a cette option qui nous donne accès à tous les widgets. Donc là, ça va être uniquement des widgets créés par Apple. J'imagine que les développeurs proposeront ensuite les leurs, et généralement, on a 3 possibilités d'affichage, celle-ci en très grand, l'autre moyenne, et celle-ci vraiment la plus petite qui prendra le moins de place possible sur votre écran d'accueil. Donc on va essayer, prenons par exemple le calendrier. Je vais prendre cette version-ci, et j'ai ensuite la possibilité de la mettre où j'ai envie sur la page. Allez, on va la mettre ici en haut. Ensuite, vous pouvez très bien ajouter d'autres widgets si vous le souhaitez. Prenons l'exemple de la météo avec le petit widget. Celui-ci, je vais plutôt le placer là en bas. Voilà. Et enfin, une dernière fonctionnalité intéressante, c'est lorsque vous allez avoir plusieurs widgets qui font la même taille. Je vous prends l'exemple de l'application Bourse, regardez, elle fait exactement la même taille que le widget météo, eh bien je peux en prendre un pour le placer sur l'autre. Les widgets sont ensuite combinés ensemble, et je peux glisser comme ceci pour passer de l'un à l'autre. Donc là j'en ai 2, mais je peux en mettre beaucoup plus et ainsi les faire défiler suivant ce que je préfère afficher sur mon écran d'accueil. Ensuite, si certaines applications, vous ne voulez plus les voir sur votre écran d'accueil, au lieu de les supprimer, vous pouvez simplement les placer dans la bibliothèque, vous voyez. Donc ça permet de faire du ménage pour les applications qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en permanence sous les yeux, et elles se trouvent maintenant sur la dernière page de l'écran d'accueil, ici, ce qu'Apple a appelé la bibliothèque d'applications, avec certaines qui sont regroupées par catégorie. Par exemple, là, je vais avoir mes réseaux sociaux, vous avez vu les jeux, et ici tout en haut, mes applications les plus récemment installées. Donc on peut en retrouver certaines ici facilement, mais là sur le haut, elles sont toutes listées par ordre alphabétique. Donc ça ressemble beaucoup à ce qui existe sur Android avec le launcher où sont regroupées toutes les applications. Donc Apple nous laisse le choix, soit on les place sur l'écran d'accueil sur différentes pages, soit on les retrouve ici dans cette bibliothèque d'applications. Et enfin, pour aller avec ce nouveau système de rangement des icônes d'applications, on peut, si on le souhaite, masquer certaines pages de l'écran d'accueil. Si je décoche la 3e et la 2e, et que je valide, j'aurai uniquement ma première page qui sera visible, donc je peux placer ici l'essentiel, et en glissant vers la droite, j'ai ma bibliothèque. Tous ces widgets, ça ressemble beaucoup à ce que l'on connaît sur Android, donc ceux qui appréciaient ça seront très contents de pouvoir les utiliser sur iPhone, et si vous, par contre, c'est pas trop votre truc, que ça vous intéresse pas vraiment, vous trouvez que ça dénature un petit peu l'image que vous aviez d'un iPhone, l'affichage historique de toutes les icônes sur les différentes pages, vous serez pas du tout obligé d'utiliser ces widgets, vous les laissez de côté et vous continuez d'afficher votre iPhone comme vous l'avez toujours fait. Et puis pour ceux qui seraient déjà en train d'écrire en commentaire qu'Apple n'a plus d'idées et pixels d'Android, je vous rappelle que ce type de widget existe depuis 15 ans sur les Mac, depuis macOS Tiger, bien avant que le premier smartphone Android n'existe. Par contre, ce qu'ils ont piqué à Android, c'est le fait de pouvoir afficher une vidéo flottante dans l'interface, le mode Picture in Picture, ou en français, image dans l'image, ce qui va permettre de continuer de regarder une vidéo tout en étant par exemple sur une autre application.
Lorsque vous regardez une vidéo et que vous ne voulez pas la quitter, vous pouvez appuyer sur ce bouton, elle va se minimiser et se placer dans un des 4 coins de l'écran. Ça vous permet de faire autre chose et vous pouvez aussi agrandir la vidéo en pinçant avec 2 doigts ou la faire plus petite pour qu'elle ne prenne moins de place à l'écran. Ça fonctionne très bien et même pour une version bêta d'iOS 14, je trouve ça super fluide. Moi, ce mode Picture in Picture, je l'attendais vraiment. Ça va notamment me permettre de répondre à un SMS tout en continuant de regarder une vidéo. Et si vous ne voulez plus que la fenêtre s'affiche, vous glissez sur le côté, vous avez accès à la pleine page, vous la faites réapparaître quand ça vous arrange, c'est super bien implanté. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez bien évidemment faire play, pause, avancer et reculer dans la vidéo, et la quitter lorsque vous ne la voulez plus. Donc très bien tout ça, mais comme je suis certain qu'on va me poser la question dans les commentaires, autant y répondre tout de suite. Non, ça ne fonctionnera pas dans l'application YouTube puisque, vous le savez, il faut être premium pour pouvoir quitter l'application YouTube et que la lecture de la vidéo ne s'arrête pas. Là, moi, pour que je puisse continuer de regarder ma vidéo YouTube tout en faisant autre chose, je suis passé par la version web de YouTube. Donc ça va vraiment dépendre de comment les développeurs vont vouloir ou non intégrer cette option à leur application. Ça va par exemple être très intéressant de voir ce que Twitch va faire et globalement tous les services de vidéo qui existent, que ce soit en direct, que ce soit de la VOD ou n'importe quel autre type de lecture qu'on peut avoir. Sur FaceTime, même principe, en conversation, vous pouvez quitter l'affichage en grand et tout de même continuer de dialoguer avec votre interlocuteur qui continuera de vous voir et vous aussi, en plaçant la petite fenêtre à l'endroit que vous préférez dans l'écran. Vous pouvez la cacher comme tout à l'heure pour la lecture vidéo et la faire réapparaître quand ça vous intéresse. Et puis d'ailleurs, sur FaceTime, petite nouveauté que très peu de gens ont remarqué, c'est enfin de la Full HD, de la 1080p pour les conversations vidéo. Donc il était temps, c'est bien qu'Apple le fasse, et maintenant on attend la même chose sur les webcams de tous leurs Mac, parce qu'une caméra 720p sur un MacBook qui coûte 5000 balles, non, pas en 2020. Au niveau des appels maintenant, vous saviez que jusqu'à présent, lorsque l'on en recevait un, ça s'affichait de cette manière, avec l'interface du téléphone qui occupe tout l'écran et qui nous empêchait de continuer ce qu'on était en train de faire. Ça pouvait vraiment être embêtant, donc maintenant sur iOS 14, l'affichage des appels est bien plus discret. Vous aurez simplement cette petite bannière qui s'affichera sur le haut, et vous pourrez continuer de voir ce qui se passe dessous. Par exemple, si vous êtes sur Twitter ou sur Instagram comme ici, et que vous recevez un coup de fil, vous allez pouvoir continuer de faire défiler, continuer de lire votre texte, l'appel entrant ne vous dérangera pas, et vous pouvez même faire glisser la petite bannière sur le haut pour qu'elle ne s'affiche plus du tout à l'écran, et enfin, en appuyant ici, vous affichez l'interface classique du téléphone. Donc voilà comment tout ça fonctionne, les appels entrants sont bien moins intrusifs qu'avec iOS 13. Et enfin, dans le cas où vous seriez en train de regarder une vidéo et que vous recevez un coup de fil, la bannière apparaît, et si vous décidez de la masquer, vous allez pouvoir continuer de lire votre vidéo, le son fonctionnera. Siri, l'assistant vocal d'Apple, change de look, avec, vous le voyez, une nouvelle animation sur le bas, le fond reste visible et la réponse de Siri apparaît ici sur le haut. Par contre, si ce qui se trouve en dessous de Siri reste visible, vous ne pouvez pas du tout interagir avec, comme on pouvait le faire avec les bannières de notification d'Apple. Donc Siri ne s'affiche juste plus en plein écran, mais vous ne pouvez pas toucher à ce qui se trouve en dessous de Siri.
qui vous échangez souvent. Par contre, les bulles sont très grosses et ça prend rapidement de la place dans votre application message. Je les aurais préférées plus petites. Ensuite, niveau respect de la vie privée, Apple a encore fait des ajouts importants. Et ça devient un gros argument de vente pour eux, ça, par rapport à Google qui fait du business avec nos données personnelles. Avec iOS 14, par exemple, les applications devront être très claires sur leurs intentions. Sur sa page de l'App Store, il sera clairement écrit ce dont l'application a besoin pour vous traquer. Ici, pas de micro ou d'appareil photo, mais la localisation. Et ici, en bas, tous les éléments collectés par l'application qui seront rattachés, associés à votre compte. Par exemple, votre historique de navigation. L'idée derrière tout ça, c'est que l'utilisateur n'ait pas un jour une mauvaise surprise en se rendant compte qu'une application utilise des infos dont il n'aurait pas forcément envie. Là, au moins, c'est totalement transparent. Toujours pour respecter au mieux notre vie privée, lorsqu'une application ou un service a besoin d'accéder à notre localisation, eh bien on ne sera plus obligé de donner notre position exacte. On pourra donner une position approximative. Il y a plein d'applications qui n'ont pas besoin de savoir très précisément où on se trouve dans une rue. Le numéro exact importe peu, et si ces applications ou services ont juste un rayon dans lequel on se trouve, ça fonctionnera tout aussi bien, et nous, notre vie privée est un petit peu plus protégée. Lorsqu'une application qui a accès au micro l'utilise, ce petit point orange vous l'indique, et si vous vous rendez dans le centre des notifications, vous verrez quelle est l'application qui a eu accès au micro, et même chose pour l'accès à l'appareil photo, un point vert cette fois-ci vous prévient. Toujours dans cette idée de respecter notre vie privée, dans Safari maintenant, le navigateur va automatiquement bloquer les trackers qui récoltent des données sur les internautes. Safari va aussi être capable de nous avertir au moment où l'on choisit un mot de passe, si ce mot de passe n'est pas du tout sécurisé et qu'il a été compromis lors d'une fuite de données. Il va analyser, parcourir des bases de données qui sont publiques, qui sont connues, de gros leaks qu'il y a eu par le passé, et si notre mot de passe que l'on veut utiliser correspond à un mot de passe ou plusieurs qui ont déjà fuité par le passé, Safari va nous recommander d'utiliser un mot de passe plus sûr. Donc déjà l'année dernière avec iOS 13 et notamment l'apparition de la fonction Sign in with Apple qui permettait de nous inscrire sur un site sans avoir à partager notre vraie adresse mail, on a bien vu qu'Apple mettait vraiment beaucoup d'importance sur le respect de notre vie privée. Ils continuent dans cette voie-là avec iOS 14 et moi je suis très content de ça. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne chose et qu'aujourd'hui, si on veut vraiment faire attention à notre vie privée, iOS est la meilleure solution qu'on puisse utiliser. Et si c'est la sécurité physique de votre iPhone qui vous inquiète aussi, je me permets de vous rappeler que mon partenaire RhinoShield protège efficacement votre iPhone des gros chocs avec ses protections d'écran et leur fameuse coque qui protège soit totalement l'iPhone, ou alors juste les contours si vous préférez laisser le dos coloré visible par exemple. Ils sortent régulièrement de nouvelles collections, et là je vous montre leur nouveau design. Encore une fois, je les trouve plutôt cool. Si vous avez par exemple un métier à risque, vous pourrez protéger votre Apple Watch, RhinoShield propose des protections, et ils en ont même pour le boîtier des AirPods. Si vous comptez un jour revendre les vôtres, ça peut être une bonne solution pour garder le boîtier comme neuf. La charge sans fil fonctionne toujours très bien avec la protection. Et le mousqueton pour la tâche peut vous intéresser, sachant qu'il est facilement détachable lorsque vous n'en avez pas l'utilité. Si vous avez envie de vous équiper, comme d'habitude, vous avez le lien en description de vidéo, et mon code qui s'affiche là, juste ici, et qui vous donne droit à 10% de réduction sur la totalité de votre panier. Donc profitez-en, et en tout cas, merci à eux de sponsoriser cette vidéo, et de me permettre de prendre le temps de tester correctement iOS 14 en l'installant sur mon iPhone, et pas juste piquer les images d'Apple et les commenter par-dessus, ça fait plaisir. Avec iOS 14, Apple a créé sa propre application de traduction. Le fonctionnement est on ne peut plus simple, on sélectionne la langue d'origine et celle vers laquelle on veut traduire le texte, on l'écrit et on obtient la traduction. On a un bouton qui nous permet d'énoncer à voix haute le texte traduit, et enfin, on peut dicter du texte à traduire plutôt que de l'écrire au clavier. Ça fonctionne super bien, mais pour le moment, on a très peu de langues qui sont disponibles. C'est encore une version bêta d'iOS 14, j'imagine que ça va s'étoffer avec le temps, et petit détail, l'application fonctionne également en mode paysage. Donc on sera tous d'accord, c'est clairement copié sur l'application Google Translate, ça fait exactement la même chose. Bon après c'est une application de traduction, il n'y a pas 36 manières d'en faire une, mais moi j'utilisais jusqu'à présent Google Translate.
Bon, je vais la supprimer, hein, maintenant qu'Apple propose celle-ci nativement, je vais m'en servir. Et en plus de ça, dans les réglages de l'application, on a une option pour choisir de faire les traductions hors ligne uniquement. Alors il faut évidemment télécharger les langues sur l'iPhone au préalable pour que ça fonctionne hors ligne, mais c'est possible et c'est quelque chose d'intéressant. Si vous avez besoin de traduire des choses que vous préférez garder privées, eh bien vous activez cette option et toutes vos traductions seront faites en local, ne seront plus envoyées sur les serveurs d'Apple. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le respect de la vie privée. Apple fait des efforts là-dessus et surtout est transparent. Dans Safari également, on va pouvoir traduire plus facilement des pages web. Ici par exemple, vous voyez que tout est en espagnol. Si j'appuie ici, j'ai une nouvelle option de traduction qui s'affiche. Et si j'appuie dessus, ça me propose soit la traduction en français qui est la langue de mon iPhone, soit l'anglais. Et si je choisis le français, hop, voilà, vous voyez que c'est plus de l'espagnol, c'est passé tout en français. Et ça évite de devoir copier et coller le texte dans une application de traduction. Ici, tout se fait directement dans Safari et on peut très facilement revenir au texte de base en espagnol. Donc bon petit ajout ça aussi, c'est quelque chose que l'on avait l'habitude d'utiliser dans Google Chrome où c'était intégré depuis des années et des années. Apple a repris l'idée, le met également dans Safari. Donc pour ceux qui préfèrent utiliser ce navigateur-là plutôt que Chrome, bah c'est pratique, on retrouve la même chose. Autre nouveauté d'iOS 14, dans l'application Plan, en plus des classiques trajets en voiture, à pied, en transport en commun, le vélo fait son apparition ici et va donc nous proposer un trajet adapté au vélo, par exemple en empruntant des pistes cyclables, vous voyez que c'est précisé. On a également le dénivelé de notre trajet qu'on devra faire à vélo. Et si on descend un petit peu, on peut choisir par exemple d'esquiver les escaliers, les collines ou les routes très fréquentées. Par exemple, si je ne veux pas d'escalier sur mon parcours, l'application va s'adapter et me proposer un trajet un petit peu différent. Ça a l'air très cool, mais je vous arrête tout de suite. Ça ne fonctionne pas en France et c'est pas pour tout de suite. Comme chaque nouveauté qu'Apple propose dans Plan, c'est uniquement disponible dans les villes américaines et quelques grandes capitales à travers le monde. Mais chez nous, ça va mettre du temps à arriver, le temps qu'Apple implémente ça petit à petit, d'abord dans les grandes villes et ensuite un petit peu partout en France. Mais lorsque ce sera là, ce sera vraiment sympa à utiliser comme fonctionnalité et pas juste pour les gens qui font du vélo. Vu qu'on nous indique le dénivelé et s'il y a par exemple des escaliers sur le parcours que l'on souhaite emprunter, ça pourrait être intéressant et utile d'être utilisé par les gens à mobilité réduite par exemple. Avec iOS 14, grâce à l'utilisation du NFC, on pourra utiliser certains services pour lesquels jusqu'alors il était nécessaire de télécharger une application pour pouvoir en profiter. Là, on approchera simplement notre iPhone de la borne NFC et une version simplifiée de l'application apparaîtra sous forme de pop-up et on pourra très facilement accéder aux services dont on a besoin sans avoir à installer et créer un compte sur une application spécifique dont on n'aura pas forcément l'utilité dans le futur. Donc très pratique tout ça. Là, Apple a montré l'exemple avec un service de trottinette notamment, et c'est vrai que pour ce genre de choses, on n'a pas forcément envie d'installer une application pour notre smartphone, si par exemple on s'en sert qu'une seule fois ou très ponctuellement. Là, pouvoir avoir l'essentiel de l'application juste pour une utilisation rapide du service dont on a besoin, c'est pratique. iOS 14 va également permettre de remplacer les clés physiques et déverrouiller la voiture avec son iPhone, uniquement disponible chez certains modèles de BMW et Ford dans un premier temps, et il sera également possible de partager cette clé virtuelle avec un autre utilisateur, de manière sécurisée bien évidemment, mais pour lui permettre de déverrouiller la voiture sans avoir la clé physique. Sur iOS 14, Apple profite évidemment de l'occasion pour proposer de nouveaux Memoji, en collant même avec l'actualité. Donc ça pourra vous intéresser si vous êtes fan du truc. Moi, c'est pas trop mon cas, je vous l'avoue. Et enfin, sachez qu'avec iOS 14, on pourra changer certaines applications par défaut. Les mails et le navigateur. Donc pour les fans des services Google, on pourra par exemple utiliser Gmail et Chrome par défaut. Sur la version bêta d'iOS 14 sur laquelle je suis là en ce moment, malheureusement ça fonctionne pas. Donc je pourrais pas vous montrer concrètement comment on fait ce remplacement d'applications natives, mais rassurez-vous, Apple a bien confirmé que ça sera faisable. Par contre, ils ont uniquement mentionné le client mail et le navigateur. Donc a priori, malheureusement, on ne pourra par exemple pas remplacer Apple Music par Spotify, le calendrier par Google Agenda, ou alors faire en sorte que l'appareil photo ne soit plus l'application native, mais qu'à la place, on choisisse une autre application de prise de vue. C'est un petit peu dommage de ne pas être allé au bout des choses.
En tout cas, voilà, c'était les nouveautés les plus importantes, les plus intéressantes d'iOS 14. Et bien évidemment, il y en a des dizaines et des dizaines de petites autres un petit peu partout dans tous les menus de l'interface, qu'Apple va peut-être garder ou non sur la version finale qui sortira en septembre. On verra bien, donc je pense que comme chaque année à ce moment-là, je vous referai une vidéo sur vraiment les petites fonctions cachées d'iOS 14 que l'on peut trouver qu'en fouillant partout dans les menus ou en tombant un petit peu dessus par hasard. Ça peut toujours être intéressant pour certains. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez être sûr de ne pas rater ça lorsque ça sortira. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés d'iOS 14. Ce rapprochement encore plus près de ce que propose déjà Android. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!